je l'ai écouté il y a près de 6 mois, ce podcast, et ça fait 6 mois que je me dis que je vais le faire, que je vais faire cette vidéo, donc je la fais. La vidéo parle d'amour, et c'est un extrait du podcast d'Emma Watson et Jay Shetty, que je trouvais très intéressant et que je voulais vous partager. Et mon but, c'est d'amener en plus quelques nuances que je trouvais intéressantes par rapport à ce discours. La question, c'est comment voit-elle l'amour aujourd'hui? I see love today. Oh, okay. I think I have an answer for this. How exciting. I was right there for a minute. I was like, shit, I have something to say. God, I hope I do. Am I that deep? Yeah, okay. So... Alors, c'est très intéressant, ce « Am I not deep ?» qui se pose la question à quel point est-ce qu'on peut être superficiel et pas profond. Et j'avais vu une critique d'Emma Watson que je trouvais vraiment dure. Vraiment, je me dis, mais comment les gens peuvent être aussi méchants et durs Enfin bon, après, j'ai peut-être mes propres biais. Mais en même temps, ce que la personne disait, je pouvais pas mal me projeter dedans. Parce qu'elle disait, on sent que c'est une personne qui a besoin d'être compliquée, qui a besoin d'être deep. Et donc qui se crée plein de problèmes d'une certaine manière. Un peu comme moi je peux le faire avec ma vie. Bon, et en même temps, je trouve qu'il y a des personnes qui se créent pas ces problèmes, devraient réfléchir un petit peu plus. Mais je comprends cette idée qu'il y a des gens qui réfléchissent trop, et qui complexifient, qui théorisent plein de choses. Et autant moi je trouve ça fascinant, mais il y a des personnes pour qui en fait c'est de la masturbation mentale. Mais qu'en fait on se complexifie la vie, sauf que on peut pas dire à quelqu'un qui se complexifie la vie, tu te complexifies la vie, et voilà, j'ai résolu ton problème, ça marche pas comme ça. Mais je trouve ça intéressant qu'elle dise ça à ce moment-là par rapport à cette critique que j'avais entendue. Voilà, on continue. I think that, we don't talk about love nearly enough, or I think we need to talk about it so much more, because I had such not a misunderstanding, but I think I had a very limited understanding of it for a long time, which was that we see in Disney movies and in Hollywood movies this idea that like falling in love, once it's sort of happened to you, it's like irreversible, you know, like step into this portal that you can't get out of anymore because you've fallen in love. And alors, c'est une première étape que je trouve déjà intéressante, ce fait qu'effectivement on a une vision au travers de Disney, Hollywood, du fait de tomber en amour, et qu'une fois qu'on est tombé en amour, ça change jamais. Et effectivement, c'est un piège dans lequel on tombe souvent, que effectivement l'état amoureux, lui, ne dure que 3 ans. Allez, on reprend. Actually, I think falling in love might be quite easy to do in some ways. That's sort of the easy bit. The hard part is finding someone who actually wants to be in a dance with you and be in some form of partnership with you. And things like, can you argue well? Is the conflict that you have generative? And can you make someone else feel safe? Like, and when I say... Alors, pareil, hyper intéressant, et c'est pour ça que je voulais partager un peu cette vision, parce que je la trouve très belle. Quand on recherche l'amour, en fait, ce qui est important, c'est de trouver quelqu'un avec qui on sera dans la même équipe. Et une des choses importantes à avoir dans un couple, c'est la capacité à rentrer dans le conflit, à gérer les conflits, à sortir des conflits, à se réconcilier. Et c'est aussi important que l'état amoureux ou l'envie d'être avec la personne. Parce que sur le long terme, l'envie ne sera pas suffisante. Safe, I don't mean like out of physical danger, I mean like, can you either respond to a text message quickly enough that doesn't send the other person into like a complete free fall, and or not pelt them with so many that they feel completely overwhelmed and flooded? And like that kind of like compatibility and that kind of willingness to be in this like, is this okay for you? Does this feel good to you? This is how it feels for me. And like there's like that constant back and forth and that constant check-in is like... Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait, on se demande à quel point, là, Emma Watson, elle donne un profil un peu anxieux d'une personne qui demande tout le temps des messages et qui veut des messages, des réponses à ces messages qui soient rapides. Sauf qu'il y a des personnes qui ne sont pas très messages et qui vont prendre du temps à répondre. C'est pas obligatoirement des évitants, c'est juste pas la même manière de fonctionner. Mais par contre, c'est effectivement des choses à exprimer. Est-ce que c'est ok pour toi? Et comment est-ce que moi je gère? Et comment est-ce que l'autre gère? Et comment est-ce que l'autre peut comprendre pourquoi moi j'ai un tel type de besoin? Et est-ce qu'il a envie de s'y adapter ou pas? Bon, normalement, quand on aime la personne, on a envie de s'adapter un minimum quand même.
like a game of chicken in a way, of like, can you find someone who's willing to be as vulnerable as it necessarily requires, I think, to like figure out those micro adjustments until you're sort of in some kind of dance with someone else. And that is a very different understanding that I have come to of what love is than I had. I mean, like, loving. Je me pose encore parce que, effectivement, je trouve ça très intéressant, cette compatibilité au niveau de la danse, au niveau de la gestion des conflits, c'est-à-dire que en fonction des personnes, je suis plus ou moins capable de rentrer dans le conflit, je suis plus ou moins capable de me mettre en vulnérabilité, de parler de mes vulnérabilités, et pour ça, il faut déjà avoir une certaine sécurité intérieure, mais il faut déjà avoir créé une sécurité dans le couple, dans la capacité à rentrer dans un conflit et à savoir que l'autre, de toute façon, essaiera de faire de son mieux pour m'accompagner dans ce conflit, et pas le prendre à mal et machin. Alors après, on a tous nos limites, et voilà, mais c'est vrai que la manière de rentrer dans le conflit, ou la manière de sortir du conflit, ou la manière de gérer le conflit, ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Par exemple, il y a des personnes qui vont rentrer dans le conflit avec la colère, et d'autres qui vont rentrer en conflit avec la tristesse. Et pour certaines personnes, c'est plus facile de le faire au travers de la colère, et pour d'autres, c'est plus facile au travers de la tristesse. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec la colère, et donc, j'ai tendance, quand je suis en colère, à me renfermer. Et c'est vrai que si j'ai pas en face de moi quelqu'un qui sait ressentir ça, je vais mettre un certain temps à en parler, parce que souvent, quand je suis en colère, j'ai envie de le gérer tout seul. J'ai envie de comprendre, d'une certaine manière d'illégitimiser, de rendre non légitime, c'est plus simple, ma colère, parce que j'ai pas envie d'être en colère contre la personne. Alors il y a des croyances derrière sur lesquelles je travaille encore, sur quand je suis en colère contre quelqu'un, c'est que je peux pas aimer la personne, parce que pour moi il y a quelque chose chez moi qui dit non, c'est pas possible, c'est soit l'un soit l'autre. Et j'ai fait l'expérience, notamment une expérience en tantra dont je parlerai sûrement un jour, qui est qu'on peut être en colère contre quelqu'un et aimer la personne. L'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, donc l'importance effectivement d'une compatibilité dans la manière de rentrer ou de gérer les conflits. En sachant que c'est parfois plus facile d'avoir quelqu'un qui a la même manière que nous de gérer le conflit, mais c'est aussi dans une relation, parfois on a des manières très différentes, et c'est justement, on est là pour apprendre. C'est aussi ça qui nous fait grandir. Someone is so much more complex than the projections that we put on someone, or even like just lusting or having some small feeling for someone else. But I just think that we have such a black and white idea about what love is supposed to be, and I wish I'd understood more before I went into battle. I do. Into battle. Alors bon, ouais, ça c'est peut-être un mot qui est un peu fort, mais je le comprends. Mais cette notion de noir et blanc et du fait de projeter ses idées sur l'autre, ça c'est très important. C'est très important parce qu'on a tendance à avoir des pensées assez manichéennes, en fait, de « Ah, mais c'est censé être comme ci, c'est censé être comme ça, si l'autre fait pas ci, c'est que ça va pas, si... » Non, mais il y a un moment, tout le monde n'est pas parfait, et ça fait partie de la complexité des personnes. Et c'est là où c'est très intéressant, justement, d'aller chercher chez la personne qu'est-ce qui l'a fait réagir comme ça. Plus je m'intéresse à la personne, plus je suis capable de comprendre ce qui se passe, et donc d'y réagir moi-même. I really, really do. What do you think love is, Jay? Oh, wow. Oh, my gosh. You're flipping this back, Emma. This is about you. It's not about This is a conversation. I know. I'm joking. Or does any of what I've said resonate? It does. It resonates a lot. Am I on the right track, Jay? I need you to tell me. I think it resonates a lot. I grew up with a very film naive Disney version of what love was. Yeah. Like, I loved that version of love. Yeah. I loved the idea that love was this really romantic, really sweet, writing letters every day kind of love. Like that's the love I dreamed of, and the love I thought of as a kid, at least. Yeah. And then, I think I realized that you do all of that with the first person you're with in your teens, and you kind of think it's the real thing, but then they're in a mood every night for no reason, and you're just people pleasing and trying to figure out what's going on, and you think it's all about making that person happy, and so you mold and you bend and you
sabotage parts of yourself. And I realized very quickly that that wasn't love. And I think what's really interesting about love now is that marrying my wife, who I've been with now for 12 years and married for 9. Wow. And so it's the longest time I've ever spent with anyone. And also the only person I've been with after I left the monastery. And so there's been a certain chapter of my life that I've been with her for. And I really feel she's taught me more about love for 2 reasons. The first is she doesn't subscribe to any of the movie Disney versions of love. Wow. At all. Oh my God. What education did she have? And where can I get it? I know, literally. C'est marrant parce que, encore une fois, en fait, là, c'est Jay Shetty qui partage sa vision de l'amour. Et il dit que lui avait une vision très romantique, et que, effectivement, le premier amour, on fait tout pour plaire à l'autre, et pour que l'autre soit heureux, et tout. Et au final, l'amour, c'est effectivement pas ça, parce que c'est censé être dans les 2 sens, et il n'y a pas besoin de se plier et de s'adapter à une image pour être aimé, parce que sinon, on n'est pas vraiment aimé. Et par contre, il parle du fait que lui, donc, il a une vision de l'amour très romantique, et que sa femme aurait eu une éducation très différente, parce qu'elle n'était pas du tout dans l'amour Disney, où voilà, c'est la personne, l'âme sœur, et t'es amoureux toute ta vie, etc. Et en fait, c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps aussi sur l'amour anxieux et l'amour évitant. Et il y a l'amour anxieux et l'amour évitant, mais il y a aussi la philosophie par rapport à la vie et l'amour. Et pour moi, la philosophie de non mais bon ça va, l'amour c'est pas si important que ça, c'est une philosophie d'évitant. Et l'amour romantique, machin, c'est une philosophie plutôt d'anxieux. Alors c'est pas toujours vrai. On peut avoir des personnes anxieuses qui vont avoir une philosophie qui est, au final, j'ai pas besoin d'amour parce que, voilà. Et on peut avoir des personnes plutôt évitantes qui ont envie d'être en couple et qui voient l'amour comme quelque chose de beau, mais qui ont du mal avec la vulnérabilité. Bon, en tout cas, moi j'ai tendance à penser que ces philosophies sont un peu liées à cette théorie d'attachement d'anxieux et évitant. Alors je reparlerai de la théorie s'il y en a qui connaissent pas bien. Maintenant je m'éloigne un petit peu aussi des théories parce que ça mène à interprétation, mais au final je trouve que par rapport à la praticité des choses, au final la théorie peut plus brouiller les perceptions qu'autre chose. Mais ça rassure et c'est toujours intéressant de pouvoir en discuter. Really. And the other part is that I think she's the only person I've ever loved enough to be taught by. Oh my God. Which is like a really interesting part of love that I think's missed. And I feel like love is the humility to feel, it's humility on both parts because the other person's not actively teaching and you're actively receiving. Yes. So it's this really strange dance between, it's almost like if you're dancing, there has to be a humility on both sides. Yeah. Because it's not that one person leads and the other person follows. It's the other person's kind of like, should we do this? Should we try this? And Yes. there's an anxiety and a humility in requesting that. Yes. And the other person gets to choose to go with it. Yes. Or not go and say, no, we're going to go in this direction. And that's a great dance to watch. And I feel like with my wife, she's never directly taught me, but she's challenged me in ways that if other people would have, I might have left. Oh my God, how beautiful. And so why am I staying? And then you go, okay, I'm staying because there's love. And so love is the ability to be taught without teaching and learning without feeling like you're being led or misled. And that for me has been a really beautiful lesson. And if I just said this to my wife out loud right now, she would just laugh because she'd just find it funny. And then she also taught me how to love me for who I was and not what I had, because I think... Ah, il a dit un truc que je trouve hyper important. Elle m'a appris à m'aimer moi-même de la manière dont j'étais. Et on est tellement dans une phase où il faut s'aimer soi avant de rencontrer quelqu'un de bien, que c'est hyper agréable d'avoir des personnes comme ça qui disent ce genre de vérité où, oui, être avec cette personne m'a appris à m'aimer moi-même parce qu'elle m'accepte avec mes défauts et parce que moi j'ai appris à l'aimer malgré ses défauts et je vois qu'en fait la personne elle est aimable même si elle n'est pas parfaite. Ce qui est très intéressant aussi, c'est cette question d'humilité.
Et effectivement, en fait, comme le dit Jay Shetty, dans un couple, on va s'élever, mais c'est très différent de challenger l'autre en étant, et que l'autre soit inspiré et veuille évoluer, que de vouloir changer l'autre. Et si j'essaie d'apprendre à l'autre activement, c'est-à-dire que j'ai envie de le changer, c'est très difficile pour l'autre de recevoir et d'accepter ce changement. Je sais pas si c'est clair, mais en fait, si je suis dans un couple où je suis aimé, et que la personne, je vois comment elle est, qu'elle essaye de faire de son mieux et qu'elle m'inspire, je vais vouloir moi aussi monter pour que l'autre soit inspiré aussi par moi. Ce qui n'est pas du tout la même chose que l'autre supporte pas comment je suis et donc il faut que j'évolue pour être aimé. J'espère que c'est assez clair, mais vous me direz s'il y a besoin de préciser cette idée. A lot of men go through this, at least men that I'm friends with and that I've spoken to, that we want people to respect us for our success. Yes. And revere us for our accomplishments. It's how men have been adored since the beginning of time, for going out and getting the food, or going out there and winning the battle, or conquering a nation, and that's what you were known for. And so my wife's been with me since before my career took off and I had any success. And I think as I gained success, I think my immaturity was to want her to love me for that more. And she never did. She just didn't do it. Wow. And it drove me Amazing. crazy. And she didn't do it in a rejecting way or it just didn't make a difference to her. This isn't why I love you. And it took me a long time to wrap my head around that and realize, because those are the times when you could start liking other people who love you for what you have achieved and what you have built and all the rest of it. And I think I just have so much respect for her that She never gave in on that. yeah, she never gave in, and she helped me love myself for who I am. And I think that's the point, that I think I would have, if I had met someone else, I would have valued myself for very different reasons. And knowing you're with someone who truly is with you because of who you are and your character, and that's what they honor. And I think that word honor and respect, probably the last thing I'd say. I think we always say like love is respect and based on respect, but I wrote a list of things that I tried to be clear with myself about what it is I was really looking for and I really want. And one is someone that I can learn from. So it's really interesting that you said learning without teaching, teaching without learning, and that kind of reciprocal. I really want to be with someone that I can learn from. And I hope that, yeah, as you say, has the humility to be willing to learn from me. But the other thing is, I think it's why I was so obsessed with the musical Hamilton and why so many people have been. Hamilton. But like, maybe this is, it's so funny that we're on the Purpose podcast, but like, are you with someone who, because obviously what you have with someone is wonderful, right? Like what you two share together. But if you can be in service of a vision that you both share, or at the very least, are you willing to honor and give dignity to the work of the other person and whatever their vision or mission is in this world? That to me seems far more sustainable than anything else. And so I guess my big hope or wish would be that I met someone who feels like what I want to do in the world, yes, that I'm important, but they also feel that what I'm here to do is important to them too, and in some way intersects with what they're here to do. I couldn't agree more. It's exactly what I was going to say. Is it? Yeah, Alors, là, je vais mettre un petit bémol, dans le sens où je suis tout à fait d'accord avec elle sur le fait que c'est bien si quand je trouve quelqu'un, nos projets de vie soient alignés. Il faut une compatibilité sur le long terme, sur avoir envie des mêmes choses. Maintenant, quand je tombe amoureux de quelqu'un, et je choisis pas toujours la manière dont je tombe amoureux, c'est pour ça qu'on tombe amoureux, eh ben, nos projets peuvent changer en fait. Toutes les envies, tous les désirs, tout peut évoluer parce que je suis avec quelqu'un et que résultat, mes envies évoluent avec la personne. Donc je pense qu'il faut des valeurs en commun, une compatibilité sur le long terme, et c'est très juste, mais pour moi, l'amour n'est pas conditionné par ce que je dois faire, ou c'est ce que je suis qui fait que je suis en couple, que je suis en amour, et pas ce que je vais faire. Donc avoir un objectif de vie, c'est très bien, ça fait beaucoup de bien à plein de personnes de se choisir un objectif de vie. Je suis pas sûr que ce soit pour tout le monde.
Voilà. I think the word respect and relationships thrown around a lot, but this is the deepest form of respect, where there's a famous quote that I don't know who said it, but there's and I would, you could take the genders out of it now, but there's a famous quote that says, men marry women hoping they'll never change, and women marry men hoping they can change them. And to me, wanting someone to never change or wanting to be able to change someone are both signs of disrespect, because I think the greatest respect you can have is to respect what this person values in this moment and how that evolves. Yeah. And that's their purpose, their offering, their values. And at no point are you trying to change them. And I've talked about this often, where my wife and I do this exercise with couples when I'm working with them, but I've also done it in our relationship. And I ask people to rank their top 3 priorities in order. Wow. And people do it privately and then they share them. Wow. And so generally one person will put themselves first, their partner second, and then the kids third. And the other person will put the kids first, the partner second, and themselves third. And the person who put themselves third is always mad at the person who put themselves first, because there's this friction of, well, wait a minute, how can you not put the kids first? Or how can you not put family first, or whatever it may be in your given situation? And the other person's like, well, if I don't put myself first, then what can I give to you all? And that kind of displays this dichotomy and this belief we have around love means complete sacrifice, and love means self-sabotage to some degree, or love means putting yourself aside. And the reality is, actually, no, my goal is to make sure that you live your purpose and greatest vision of yourself. Yes. And your purpose is to help me do that. And when we both do that, everything's Then possible. it's poetry. And my wife practiced that, and she does it naturally. And it's hard to do that in a world that constantly reminds you both that sometimes the other person isn't where you are. Or, the idea of, why haven't you had kids yet? Or when are you going to be in the same country for longer than a month? Or whatever there may be, because it doesn't fit into the norm of what relationships look like. And I was thinking about that with you as well. Like, I know you talked about how getting asked the question, when are you getting married? Yeah. Or why aren't you married yet? Yes. Alors, je sais plus ce que je voulais dire, parce qu'il a couvert pas mal de choses et puis il a changé de sujet. Ouais, il parle effectivement du respect et du fait de vouloir changer l'autre ou que l'autre ne change pas. Une des choses qui est belle pour moi dans l'amour et dans l'aventure du couple, c'est justement qu'on va regarder l'autre changer. Mais par contre, si j'ai envie activement que l'autre change, on n'est plus dans l'amour. Si j'ai envie activement que l'autre ne change pas, on ne peut plus être dans l'amour non plus, parce que une personne, obligatoirement, elle évolue, elle change. Et ce dont il parle quand il parle un peu de mission de vie, de priorité, alors c'est très marrant parce qu'il y a des théories aussi autour de qui met quoi en priorité. Est-ce que je mets les autres en priorité et puis moi après, ou est-ce que je me mets moi en priorité et puis les autres? Ça, en fait, c'est juste une vision du monde. Parce qu'il y a cette vision de si je me donne pas, eh ben je peux pas donner après. Alors que, bon, pour moi c'est pas toujours vrai, mais peu importe. Après, le tout, c'est d'essayer de rester curieux sur quelle est la vision de l'autre, quelle est la vision du monde. Et on peut, au travers de l'ego notamment, effectivement, avoir des différences sur qui est la priorité. Et si moi je fais que l'autre est la priorité et que l'autre fait que lui-même c'est la priorité, ben ça fait peur d'avoir un déséquilibre. Et pour l'autre aussi. Si moi je mets toujours en priorité l'autre et que l'autre il considère que je devrais me mettre moi en priorité, il se dit mais en fait tout pèse sur moi et donc comment je vais faire pour gérer toute cette pression, toutes ces attentes, etc. Donc voilà. Et en fait, ce dont il parle, et que je trouve hyper intéressant, c'est aussi ce côté, et puis là, il l'exprime pas comme ça, c'est quels sont mes besoins profonds, quels sont mes besoins prioritaires. Et le fait d'exprimer les besoins prioritaires, ça permet de savoir quels sont les points sur lesquels les choses sont importantes pour l'autre, pour l'accompagner, l'aider, si l'autre en a besoin, si l'autre en a envie, pour remplir ses besoins. Waouh, c'est clair? Allez, on continue, c'est marrant. And that's something every woman's hearing. What's your reaction when you hear that?
I'm just so happy not to be divorced yet. Like, that sounds like a really negative answer, but I just like, I think that we're being pressured and forced into this thing that, like, I believe is a kind of miracle. I might never be worthy of it. I hope it happens to me, but like, I don't feel entitled to it. Like, it will either be part of my purpose here and my destiny, or it won't. And I think the way we treat it is though, well, why haven't you? And this is something that has to happen in this certain time span and at this certain age in this kind of way is like the least romantic thing I can possibly think of. Like, truly, like, if I had tried to get married any point, basically before about a year ago, it would have been carnage. I just didn't know myself well enough yet. I didn't have a clear enough idea of what my purpose, my vision, like how I was going to be of service. I didn't know where I really felt like I needed to be. I think I have some of those answers now. So when I meet someone, I can say, hi, I'm Emma. This is what I care about. This is where the people I love the most live. This is where it's meaningful for me to be in the world. And then they can decide whether they can see that there's a way that I can serve what they're trying to do and they can serve what I'm trying to do. But before that, like, they would have just got like a very mixed signal. I mean, there's some parts of me that have stayed utterly consistent, but there are some parts that, like, I was really still teasing out and figuring out. And I think it's such a violence and it's such a cruelty on people, and especially young people, I think, to make, and especially women, to make them feel like they have no worth or like they haven't succeeded yet in life because they haven't forced to its culmination something that I just don't think can or should ever be forced. It's something that, like, honestly, I feel like I've had to earn, I've had to work for, to be in a place where I feel like I can look someone in the eye and be able to tell them who I am and to have some idea, and it will change and grow, of what I want and what I'm here to do. That takes work. Like, I have... Ok, j'ai pas envie d'interrompre, et en même temps, là, c'est la partie sur laquelle je voulais le plus réagir, je crois. On regardera un peu la suite. Déjà, elle parle du fait que, pour elle, le mariage, ou le fait de tomber amoureux, et donc d'aller vers un mariage, c'est quelque chose, peut-être, dont elle n'est pas worth, oh là là, peut-être que c'est quelque chose qu'elle ne mérite même pas, et que ça dépend du destin, qu'elle a besoin de earn, donc elle a besoin de travailler et de devenir suffisamment bien pour avoir le droit de rencontrer quelqu'un dont l'amour sera juste et avec qui elle pourra se marier. Et moi, dans ma philosophie, et on a tous des philosophies différentes, mais dans ma philosophie, l'amour, on est tous faits naturellement pour aimer. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne reçoive pas de l'amour, qu'on ne donne pas de l'amour, et qu'on ne trouve pas quelqu'un avec qui partager cet amour. Alors après, c'est pas toujours facile, et effectivement, il y a beaucoup de pression. Ah, non, même pas. En fait, c'est même pas une question de pression, mais effectivement, je trouve qu'il y a, et encore plus pour les femmes, une pression à se marier, à avoir des enfants, etc. Mais j'avais vu ça dans une critique, et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, mais en même temps, il a pas complètement tort, même s'il y a plein de trucs que j'aime pas dans ce qu'il dit. On est peut-être dans l'époque où c'est plébiscité de ne pas avoir d'enfants, de ne pas se marier, d'avoir une carrière individuelle, de s'orienter, de se développer soi. Et donc oui, on a encore beaucoup d'injonctions au mariage, il faut que ça se passe de cette manière, etc. Mais en même temps, on a une génération, à notre niveau et encore celle d'au-dessous, où on entend beaucoup une image qui veut aller contre cette injonction, et donc limite c'est devenu une honte de se marier, et de vouloir s'engager, la monogamie, etc. Bon, j'exagère un petit peu, mais là-dessus je trouve que en fait
la pression, on peut l'avoir, mais au final, c'est vrai qu'on a une période où elle est plus si forte que ça, ou en tout cas, l'indépendance est plébiscitée. Ce que je voulais dire d'autre aussi, c'est ce dont elle parlait à la fin, là, c'est que avant une certaine période, je ne savais pas qui j'étais, et donc, c'est normal que je trouve pas l'amour, parce que c'est pas une bonne chose d'être avec quelqu'un si je n'ai pas encore appris qui je suis. Sauf que ce que je suis, ça change tout le temps. Alors oui, et elle le dit, il y a des parts de moi qui sont toujours les mêmes, et il y a des choses qui restent importantes pour moi et qui resteront importantes pour moi. Ma famille, mes liens sociaux, tel endroit, tel objectif que j'ai aujourd'hui. Mais ce sont des choses qui peuvent changer. Et donc le moi, et il y a des gens qui vont passer des années, et moi je l'ai fait, à essayer de définir mais qui je suis, qu'est-ce que je suis, quelles sont mes limites, Et en fait, ça bouge tout le temps. On est des êtres humains, on est dynamique. Heureusement, en fait, ça bouge tout le temps. Et donc, dire maintenant je sais qui je suis, et donc je suis capable de trouver l'amour, eh ben c'est dommage. Parce qu'en fait, peut-être que ça aurait pas marché, mais la Emma d'il y a 1 an, comme elle dit, enfin, peut-être 2 ans, qui n'avait pas encore fait ce point-là, elle est tout aussi aimable. Et alors peut-être que oui, ça aurait créé des difficultés dans le couple et que machin, et elle se sentait pas prête, c'est ok. Mais je trouve ça dommage de se dire, ah mince, donc, alors moi je sais pas encore, je suis pas très au clair, et donc, je peux pas trouver l'amour. Non, ça je suis plus d'accord avec ce discours. On peut trouver l'amour, on n'a jamais fini de chercher qui on est, ça peut durer toute la vie, et toute la vie ça change d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de réponse. Par contre, c'est sûr que c'est bien d'avoir clarifié qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi dans une relation, dans un partenaire. Et tout ça, c'est... La difficulté, c'est plus je vais croire savoir qui je suis, plus je risque de limiter mon spectre quand je regarde à l'extérieur. Parce que, non, mais moi je suis comme ça, donc je ne veux pas ça. Et en fait, ça reste un équilibre entre ce que je veux et ce que je ressens. Je vais ressentir des choses que je vais pas pouvoir contrôler. Par contre, je sais qu'il y a un minimum qui est important pour moi pour vivre une relation saine sur le long terme. Ok ? Et donc je vais essayer de chercher une sensation, un sentiment et aussi une réflexion sur vers où je veux aller et qu'est-ce qui est important pour moi. Like, really sat with myself in a lot of discomfort and asked myself a lot of very difficult questions to be at that point. It hasn't happened to me yet. I do think everyone's worthy of. Oui, bon, d'accord. Mais effectivement, et c'est là où j'avais vu une critique qui disait mais Emma pense trop, et je suis exactement pareil, et je vois à quel point en fait c'est s'enfermer en fait dans une prison de pensée, de croire que j'ai besoin de mieux me comprendre, de mieux gérer les choses pour... Non, il n'y a pas besoin. C'est pas mal, mais il n'y a pas besoin en fait. Of love, but I and I don't think that's what you're saying either. Yeah, I think so. That's fine. Yeah. I guess maybe like partnership or marriage, I guess, is what we're both saying is like almost a different game. Like it's almost a different playing field, actually. Like actually co-joining and like properly sharing your life with someone and being in partnership with them seems like it's its own thing. It is. It takes so much work, and it takes so much adjustment and adapting more than compromising and sacrificing. But there's so much flexibility. There's so much allowing. It's so different at different times. Like sometimes patience looks like being by that person's side and saying nothing. Yes. And sometimes patience means being halfway across the world and not communicating. Yes. And sometimes patience looks like talking and listening. Like, you know, it's patience doesn't look like one thing over a lifespan. And
there are parts of my wife that have stayed exactly the same in 12 years, and there are parts that have completely changed. And I have a choice every time that happens to learn to love the new or not. And that's a choice I have to make, and she has to make as well. And so there's so much constant choosing and constant evolving that it's very easy to just, it's very easy to be like, I chose them the day we got married. And people always ask me that. I'm like, I don't think I even knew who my wife was the day we got married. Like, now when I think about it, it's like I loved her, but I had no idea. And that's what it should feel like. I don't think, if I was here to say like, the wedding day was one of the best days of my life, but it's not the day I loved my wife the most. Yeah. Because I didn't really even know what I was getting myself into. That's amazing. Yeah. I was thinking recently about trust and telling the truth. And I realized the scary, crazy thing about, it seems to me, about intimacy is that it seems to be conditional on your ability to like keep telling the truth and perhaps even revealing deeper and deeper and deeper truths at the risk that that truth might mean that that person might not continue to choose you. Yes. So even though you've been in this relationship for 12 years, like every day you have to choose to risk it all if you want there to be continued intimacy by continuing to tell your truth to this other person. And that seems so courageous to me. Like, in order for there to be genuine connection and closeness, you have to be willing to risk it all sometimes, or like probably almost constantly. And that, it seems like it takes so much courage because we don't like change. We don't want things to change. So you also want a relationship that's alive and still living and breathing and not some like dead thing. Yeah, so well said. And Ouais, alors ça, effectivement, je trouve ça trop bien. Je suis tout à fait d'accord avec cette notion, avec la vulnérabilité, c'est la capacité à continuer encore et encore à dire quand ça va pas, à dire quand il se passe quelque chose, arriver à être conscient de quand est-ce que j'ai mis mon ego en place et qu'il faut que je le baisse pour dire quelque chose qui ne va pas, au risque de ne plus être aimé. Parce que ce qui fait peur, ce qui fait la vulnérabilité, ce qui fait que je ne partage pas avec l'autre, c'est que j'ai peur de ne plus être aimé, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être abandonné, trahi, etc. Là où je mets ma confiance dans le couple et ma confiance dans l'autre, c'est en continuant à développer cette intimité, cette connexion à l'autre, en étant vrai, et en prenant le risque de perdre l'autre parce que je suis entier. Et je pense que c'est aussi ça qui est assez thérapeutique dans l'amour, c'est que si je suis capable de me montrer de plus en plus en entier, que je vois que l'autre fait la même chose, et toujours là, et ben c'est... Je crois que c'est Irving Yalom qui parlait du fait qu'en fait on guérit au travers de la co-régulation et quand on est accueilli par l'autre dans nos parts d'ombre. Et je voulais dire une dernière chose. Je voulais dire une... Ah oui, voilà. Et donc, j'ai besoin d'être capable de remettre la vulnérabilité et donc de mettre à risque ma relation à chaque fois que je m'exprime. Et c'est là où l'engagement du mariage, ou juste le fait d'être engagé dans une relation, d'être dans un espace de confiance, d'être dans un espace où je sais qu'avec l'autre je peux partager ma réalité, m'autorise à prendre ce risque-là et facilite ce risque. Et c'est pour ça que dans une des vidéos dont je parlais, où je disais que plus important que la communication, c'est la confiance. Pour me permettre de bien communiquer, j'ai besoin d'être capable de communiquer, et pour être capable de communiquer, j'ai besoin d'avoir confiance que la personne en face va être là quand j'en aurai besoin, quand je vais exprimer une vérité qui est dure à dire. Je vais laisser voir ce que dit Jay Shetty là-dessus. Sayings like that feeling of when you're not actually being truthful consistently, that's when we feel people have had big changes in their life. Because if you had the consistent truthfulness, the change felt more smooth and gradual. Whereas when the change came like, you know, a wrecking ball where I have this feeling and I'm just telling you it, it's because I didn't. On va continuer, mais ce qu'il dit là est très intéressant aussi, c'est parfois on s'aperçoit que les chemins dans un couple, les chemins se sont
pas mal séparés au fur et à mesure et on s'en est pas rendu compte. C'est un exemple, mais c'est là qu'une des personnes peut tomber amoureuse de quelqu'un à l'extérieur du couple, parce que dans le couple, on s'est perdu de vue un peu, il y a des choses qu'on n'a pas osé dire, il y a des choses que l'autre n'est pas venu chercher, ou n'a pas eu la curiosité d'être pour que je puisse m'ouvrir à. Et puis, donc, il y a moins de connexion dans le couple, donc je vais en chercher à l'extérieur. Et bon, il peut se passer plein d'autres choses, mais c'est dans ces moments qu'il peut y avoir potentiellement une rencontre à l'extérieur où je vais me sentir entendu, écouté. Et souvent, ce qui se passe, c'est si je veux que mon couple continue à marcher et que je m'aperçois qu'il y a ce genre de dynamique, c'est que la personne qui, pas qui est trompée, mais la personne qui, elle, est toujours amoureuse et dans le couple, et qui voit que l'autre est en train de s'éloigner pour une raison X ou Y, elle a raté quelque chose. Il y a quelque chose que la personne, parce qu'elle n'a pas su être curieuse au bon moment, parce qu'elle n'a pas vu, peut-être parce qu'elle était prise dans son propre tunnel de travail, de vie, etc., elle a raté quelque chose. Et là, si je me dis ça, je me pose pour repartir, pour écouter la personne en face, savoir qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de l'autre. Peut-être parce que j'ai mis des œillères aussi, parce que c'était plus facile de mettre des œillères que d'aller affronter la peur de l'autre, du mécontentement, du fait que l'autre a envie de partir, et que voilà. Et ça, faut une sacrée preuve de courage pour aller là-dedans. And tell you about all the little Incremental incremental truth, changes, yeah. and sometimes you don't know it's even happening, so it's not your fault, or this is not something Right. that Ouais. you can say has to be the case. But I think that's why being more truthful, more honest, Yeah. more regularly and consistently allows for the change to feel more gradual. It's almost like going back to your dance analogy, like if you're about to throw someone up in the air and catch them, Yes. there has to have been a touch or a preparation Yes. before someone just grabs hold of you and Yes. throws you in the Yes. air. And it's like, Yes. well, I would have liked a warning. Yes. And that's why your analogy is so good, because it's, you would throw someone up in a dance at some point if you were both talented and gifted enough, but there would have been a preparation, there would have been a nod, there would have been a look, a feel, a Yeah. touch, or Yes. to set that up. And Yes. Ouais, c'est marrant parce que effectivement, je sais pas si vous avez déjà fait de la danse en couple, que ce soit salsa, bachata, rock, etc. Mais effectivement, on s'aperçoit avec l'entraînement qu'il y a des gestes, des petites choses qui vont donner à la personne la guidance, à la personne qui est plutôt dans dans le rôle du suiveur. Donc bon, souvent c'est plutôt l'homme qui lead, mais peu importe. Dans un couple, la danse, le leader va changer. Mais en tout cas, il y a effectivement, c'est dans la capacité à dire les choses que je tiens l'autre au courant des ajustements. Et c'est aussi comme ça qu'on ajuste de quelle manière gérer les conflits et qu'est-ce qui ne va pas et qu'on met ses limites et qu'on recadre, etc. I like one of the hardest questions you talked about asking yourself difficult questions, and I want to ask you something about that. But one thing I've said to my wife is, if you ever fall out of love with me, please tell me, because I don't want to live a day without love. I'm really confident about the fact that I'm worthy of love and that I want to experience love in my life. If you ever fall out of me, just tell me. It's okay, because I don't have the desire Yeah. to stay somewhere for any other reason. And it sounds risky saying that in extreme, but to me, it's a greater risk to have spent 10 extra years with someone. And then they tell me, yeah, I haven't really loved you for the last 5-10 years. And then I'm like, wait a minute, I've lived without love for 10 years of my life. And I don't want to be in that place, because I've seen people go through that and not be happy. And so it does come with a humility and a Yeah. openness to have very difficult conversations. And not to force something that, it's been going great for 12 years. It has to. It should do. It must do. And it's like, well, maybe no. Like, yes, if it does, it's great. And it is. Dans ce qu'il dit, il y a une vérité qui est très importante, qui est que sur du long terme, quand il dit si tu n'es plus amoureuse de moi, dis-le-moi, je suis assez d'accord. En soi, dans le principe, il vaut mieux dire les choses et il vaut mieux avancer que de garder des œillères et de ne pas regarder les choses en face. Maintenant, parfois c'est compliqué et
si quelqu'un aime la personne avec qui elle est, et ce dont il parle aussi, c'est un biais, c'est quand on a tellement investi dans un truc qu'on veut pas l'abandonner parce qu'on a mis tellement d'énergie dedans que non, si ça fait 12 ans, bah on va pas s'arrêter maintenant, voilà, c'est trop d'efforts, trop de choses. Donc c'est un cas qui est pas évident parce que c'est pas toujours évident de savoir si je ne suis plus amoureux ou si c'est une période. C'est toujours des vagues l'amour, je suis pas tout le temps hyper amoureux et tout va bien et tout est beau dans le plus beau des mondes. Non, j'ai des moments où je suis moins bien dans la relation, moins bien dans le lien, où je suis moins présent à moi, moins présent aux autres. Il y a des moments où je suis pas bien, des moments où je suis bien, parfois dans le couple, parfois à l'extérieur du couple. Donc c'est pas toujours évident d'avoir cette conscience de là, vraiment je ne suis plus amoureux. Et que donc il y a plus de suite. Alors moi je suis pour effectivement essayer de partager au mieux les moments de désamour, etc. Mais une personne qui reste dans un couple alors qu'elle ne se sent plus amoureuse, c'est aussi une forme d'amour. Alors je peux comprendre ce qu'il dit que bah oui, mais si c'est plus de l'amour, si tu te forces à rester, bah non, en fait, c'est pas ce que je veux, quoi, et ça se comprend. Mais c'est aussi une forme d'amour que de vouloir rester, de vouloir forcer un peu les choses et se dire non, non, mais ça va revenir. Et effectivement, c'est intéressant d'avoir ce recul ou cette honnêteté avec soi-même parfois, de dire ben là c'est plus ce qui me convient et donc voilà. Is right now, but why should right now be a prediction for how you feel in 15 years with everything else that's going to change? I think if I knew I really couldn't meet the needs of someone and they couldn't meet my needs, if I really couldn't make them happy and they couldn't make me happy, like forcing them to stay in that situation, surely that like makes love impossible, like negates. So I totally get what you're saying. And my mum said this thing to me, which was like, you want to be with someone because you want them, not because you need them. And I think maybe another reason why I didn't get married younger is because I think maybe I would have married someone not knowing who I was, and I would have needed them, maybe not wanted them. And I think now I have a life that's whole and complete as it is, and I would be making a choice from a place of, I just want you, and I don't need you, but I just want you. And I don't think I was that woman 5 years ago. Yeah, I love that. And there's so much to be said for attracting from a place of peace, because you know what peace feels like. And so then anyone or anything that comes into your life, And what feeling satisfied feels like. satisfied is probably even a better word. Yeah. And that feeling of, I know what it feels like to be satisfied. And so I now know whether someone makes me more satisfied Yes. or less. I know what my baseline is. Yeah. If you don't know what your baseline happy is, then how do you've got no idea of knowing what's going on at all. And that's not a feeling of being complete or having it all figured out. It's like, Merci. Non, c'est vraiment ce que j'attendais, je savais plus si le préciser, mais oui, c'est top si j'ai réussi à trouver un équilibre, à trouver... Mais en fait, j'ai pas besoin non plus d'attendre de trouver cet équilibre parfait pour rencontrer quelqu'un et pour créer. Si je suis dans le besoin et pas dans l'envie, bah, je suis dans le besoin et pas dans l'envie. Alors oui, le fait d'être dans le besoin peut faire que la relation, elle va pas continuer sur le long terme parce qu'il va y avoir un déséquilibre, mais ça peut être aussi une manière de commencer une relation et après ça évolue parce qu'on s'aperçoit qu'en fait on est bien ensemble et que les choses évoluent, mais ouais, moi je sors quand même de cette idée de il faut être bien avant de pouvoir être en couple. C'est mieux si on est indépendant, si on n'a pas besoin des autres pour être heureux, mais c'est pas indispensable, quoi. Le seul risque en fait, c'est que si effectivement je sens que je ne sais pas être heureux sans l'autre, je risque d'accepter des choses qui sont pas bonnes pour moi. Et en fait c'est à ce niveau-là qu'il faut être conscient, c'est que si j'ai besoin de l'autre pour être heureux, si j'ai besoin de l'autre pour vivre, je vais accepter des choses qui sont pas bonnes pour moi.
Mais si je suis conscient de ces limites, si je suis conscient de ce qui est pas bon pour moi, et que je sais ou que je sors de cette illusion qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut me rendre heureuse, là je peux accepter que là c'est quelqu'un, et effectivement quand je suis avec, j'en ai besoin, ça me fait du bien, ça fait machin. Mais si la personne elle n'est pas consistante, si elle amène pas sur du long terme un bien-être, bah, il vaut mieux effectivement être seul et aller chercher quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas bon pour moi, quoi, c'est des relations toxiques. Et donc effectivement, quand je suis heureux et que je cherche par un endroit de paix, que je suis déjà apaisé à l'intérieur par qui je suis, par ce que je fais, parce que je suis ce que je suis au monde, alors c'est plus facile de mettre ses limites, de dire non, de pas aller dans des relations toxiques. Mais c'est pas indispensable, je peux trouver quelqu'un de très bien en n'étant pas parfait, et puis voilà. Like, I know satisfied is a great word. It's like I know what it feels like to be at peace with myself or satisfied with myself. And now everyone can show me Yes. where that pendulum swings. Yes. One thing you said, which really resonated with me, is that you've had to ask yourself so many hard questions to do the work. And I wanted to ask you, what's one of the hardest questions you've ever had to ask yourself, if you could recall? Well, the first one that comes to mind, and then maybe I'll dig for a deeper or different one, is like to have to admit to myself or ask myself the question of like, you right now have the career and the life that like looks like the dream, but are you really happy, Emma? Are you really healthy? Are you really happy? Like, is this really what you want? And to be at that point and like realize and have to admit to myself that I wasn't and I didn't was one of the scariest things I've ever had to do. Because, you know, I basically had to ask myself on a daily basis, like, I felt like I was crazy. And walking away from something without knowing what you're walking towards was not having the answers, but leaving something that was that the world considered to be such high value, such a high value kind of moment in my professional life and career. Ouais, effectivement, alors on sort un peu du domaine de l'amour, mais j'aime beaucoup ce partage parce que effectivement c'est quelqu'un qui est admiré par beaucoup de personnes, qui semble avoir une vie parfaite selon des critères, et il faut une certaine honnêteté envers soi-même pour être face à quelque chose qui semble parfait et se dire oui mais moi je ne suis pas heureux dans ce scénario. Et de lâcher cette chose-là pour aller chercher quelque chose d'inconnu, c'est un vrai courage, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Après, je sais que dans mon cas, dans un cas pas similaire parce que j'ai pas du tout la même carrière ou la même réussite, mais pour moi, c'était pas du courage, c'était une obligation. J'étais arrivé à un endroit où je pouvais plus faire semblant. C'était juste plus possible. Donc il y a des personnes, des amis qui me disent que ce que je fais ou ce que j'ai fait, c'est courageux. Et pour moi, c'était juste, c'était pas un choix. Limite, c'était plutôt une faiblesse. C'était plutôt accepter une fragilité mentale, une fragilité émotionnelle. Ça a été très dur d'accepter que ça n'allait pas. Voilà, j'espère que c'était bien. Je continue bientôt et je vais voir si je teste. C'est ma première vidéo. Donc voilà. Allez, des bisous.